Deux observations brèves, merci, mais d'abord parce que, comme hôte, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants. Et je voudrais dire donc deux choses très brièvement. La première, c'est remercier tout particulièrement les ONG qui participent et qui nous accompagnent, la FIAN, Via Campesina, BD, Ecta Parichad, je ne voudrais pas trop en oublier, et aussi le SPIDH de Nantes, dont Emmanuel Decaux est l'un des membres éminents, avec Franck Barrault. Donc vraiment, merci pour cet accompagnement et ce dialogue, l'acceptation d'un dialogue avec les chercheurs. Puis la deuxième chose, c'est une initiative que je voudrais signaler, quelque chose qui, je crois, n'existe à peu près nulle part ailleurs dans le monde qu'en France. C'est l'existence d'une instance qui s'appelle le Conseil national de l'alimentation, qui a une diversité de tutelles ministérielles et qui est composée de absolument tous les participants à la chaîne de la fourche à la fourchette autour de l'alimentation, les agriculteurs, les consommateurs, producteurs, industriels, transporteurs, les pouvoirs publics, tout le monde vraiment, et des experts. Et je peux en témoigner parce que j'en suis membre depuis une bonne douzaine d'années. Et alors, l'intérêt de cette instance nationale, c'est que tous ces acteurs, ensemble, discutent à la fois du droit à l'alimentation, de la mise en œuvre du droit à l'alimentation, de la question de l'obésité, de l'accès à la cantine, des formes d'agriculture, mais aussi, parce que c'est absolument essentiel, y compris pour le droit à l'alimentation, de la vitalité de notre réseau de PME agroalimentaires. Et on voit, c'est vraiment passionnant de discuter aussi du droit à l'alimentation avec les industriels, avec les distributeurs, avec les transporteurs. Et c'est une expérience donc, que la France mène depuis, je sais plus, je crois 1985. Ça fait déjà longtemps, on a une longue expérience. Je regrette que la France ne fasse pas assez connaître ça. Je suis prêt à ce qu'on fasse connaître par le réseau LASCO. Mais je voudrais dire aux pays du monde, aux pays européens, aux pays du monde, il y a un modèle là qui marche, pas toujours parfaitement, mais un modèle qui marche et qui a des effets vraiment, vraiment importants. Je pense notamment à tous les éléments que donnait Diane en conclusion de son intervention. Voilà. Merci. Merci. Alors c'est plus un témoignage qu'une question. Donc... Oui, merci. J'étais, je crois, prévu comme discutant, donc ça ne sera pas une question, ça sera une réaction par rapport à cette table ronde. Donc Michel Buisson. Donc en tant que promoteur et travaillant sur la souveraineté alimentaire, j'ai beaucoup apprécié cette table ronde parce qu'elle converge par rapport à différents points que je développe dans mon ouvrage. Tout d'abord, l'intérêt par rapport à nos combats, y compris sur la souveraineté alimentaire, du rappel extrêmement instructif qu'a fait Olivier de Scouters sur l'histoire du droit à l'alimentation. Cette histoire longue, partie d'abord d'un travail de juriste, et également le rôle des forces sociales dans cette avancée du droit à l'alimentation qui est repris également par M. Rosenberg par rapport après à l'avancée des droits collectifs. Ces obligations et ces avancées sur le droit à l'alimentation sont effectivement très utiles pour réfléchir à comment gagner un droit collectif qu'on appelle le droit à la souveraineté alimentaire ou le droit à la sécurité alimentaire. Personnellement, je préfère le droit à la souveraineté alimentaire. Il faut, on l'a dit hier, ça a été dit hier au soir, ça a été dit à différentes reprises, il faut changer de cadre international et les avancées sur le droit à l'alimentation et le mouvement pour une souveraineté alimentaire sont là pour participer à ce changement de cadre. Et une réflexion qui n'est pas apparue dans ce débat, c'est celle de Mireille Delmas-Marty sur ce qu'elle appelle le pluralisme ordonné, dont je me suis inspiré par rapport à mes propositions, entre une avancée nécessaire à l'ONU, qui pourrait reprendre ce qu'a dit M. Rosenberg à la fin, mais il faut aussi changer les accords commerciaux, et là on change de cadre, le cadre onusien n'est pas suffisant. Donc réfléchir à un pluralisme ordonné sur lequel Mireille Delmas-Marty a beaucoup apporté dans ses ouvrages sur les forces imaginantes du droit, qui sont sans doute connus de tous les juristes présents dans cette salle, tout au moins je l'espère. Et elle vient de sortir un petit ouvrage dont je vous conseille la lecture, qui renvoie très bien à plusieurs débats dans cette colloque et dans les activités des juristes. C'est résister, responsabiliser, anticiper, qui me semble être 3 règles à appliquer dans notre combat pour de nouvelles règles juridiques. Merci.
Merci. Alors, il y a un autre discutant qui est dans la salle. C'est monsieur. Merci. Merci à tous les intervenants. Je suis Miguel Ángel Martín, je suis professeur de droit international à l'Université de Séville, en Espagne. Bien, l'intervention du professeur Schutter, c'est très bon, à mon avis. Et c'est réaliste. Il n'est pas perdre la vision réaliste des droits va lentement. Les changements sociaux qui peuvent faire les droits, ce sont très lentement. Il faut brique à brique, non? Pas à pas. Et il a mettre, je crois, l'accent bien dans les trois questions qui sont très bonnes pour les chemins vers l'effectivité du droit à l'alimentation, l'effectivité du droit de l'homme, de voir la réalité, qui sont la question des procédures, des adjectifs, qui est d'établir dans les administrations des gouvernements de l'État les structures nécessaires, que je crois que c'était un bon chemin, que ce n'est pas une chose difficile à les mettre, de nommer les responsables, les organismes, les centres administratifs qui va se dérouler l'application du droit, recevoir toutes les questions. C'est vrai que dans d'autres branches du droit international, du droit de l'homme, ils commencent à voir ça. Par exemple, dans la question des victimes des mines. Bon, c'est une application, un compromis de l'État, mais un compromis, mais en établissant les responsables dans l'administration et un budget dédié à ça. Pour que c'est les paroles pour se perdre, mais c'est bon, des questions structurées, instrumentales, des procédures dans la structure de l'État. C'est une chose réaliste, possible. Une autre chose importante, d'autres questions, établir des indicateurs, des objectifs pour vérifier, pour pouvoir analyser la violation du droit à l'alimentation. C'est une analyse qui peut se faire et c'est possible. Nous avons déjà un standard pour la qualification juridique des violations. C'est une chose qu'il faut faire un travail de chercher avec des ONG conjoints, non? Pour bien connaître et établir les indicateurs de ça. Et un autre aussi, l'approche locale, non? Que c'est l'analyse avec les acteurs locaux, pour être les ONG, peut être attentif aux violations, aux situations qui ne peuvent pas être accord au droit à l'alimentation. Donc, c'est bon de les voir, cette approche locale, c'est possible aussi, c'est réaliste dans une alliance entre tous, et la formation peut être, dans ce sens intéressant, de former, de créer des promoteurs locaux du droit à l'alimentation, qui peut être un chemin vers l'effectivité que je crois que c'est très bien marqué, indiqué pour notre rapporteur spécial. Mais j'ai deux questions, si peut, au professeur de Schutter et pour la discussion, qui peut aussi entrer dans ces chemins vers l'effectivité. Parce que le droit à l'alimentation reste très faible. Donc, l'unique test qui peut, c'est la directive volontaire, reste volontaire. Non? Donc, c'est possible de renforcer peu à peu ces chemins, de renforcer le droit à l'alimentation. Des directives volontaires peut évoluer dans quelque part, non? Ça peut être peu à peu, pas à pas. Mais les États sont remises, mais c'est la réalité. Le droit international, c'est le droit international. Il est basé dans la volonté des États. C'est une réalité et nous ne pouvons pas oublier ça. Donc, c'est une question, si c'est possible, c'est faible, et il est possible de faire pression peu à peu de comment les États peuvent donner plus d'effectivité en droit dans le droit à l'alimentation. Et d'autres choses qui
qui est important parce que si on fait un travail de voir dans les cas concrets l'application, la violation possible du droit à l'alimentation, on va constater qu'il y a des collisions, des conflits avec d'autres normes de droit international. Peut être dans un traité, le droit à la propriété, l'investissement, les règles de l'investissement, les règles du commerce. On voit dans les cas concrets l'application du droit à l'alimentation. Et ici, c'est clair que c'est une question de conflit, de collision. Et c'est le problème de où est le droit à l'alimentation par rapport à d'autres règles de droit international. Bon, je comprends, les ONG, la société civile ne comprennent pas qu'en droit international, il n'y a pas de hiérarchie de règles, en principe, sauf la possibilité de règles impératifs de droit international général, de jus cogens, ça. Mais à ce moment, on estimait qu'une primauté des droits de l'alimentation, des droits de l'homme, c'est difficile pour le voir dans les droits à l'alimentation. J'ai proposé dans les livres, dans le cadre du travail du professeur François Collard, la nécessité de promouvoir le droit à l'alimentation comme une règle de droit impératif général de jus cogens. Que je ne crois que peut être un chemin très difficile, c'est une question un peu de clarifier. Mais c'est vrai que je crois que c'est une question que je pose aussi en intervenant, qu'une chose qui est claire, que le droit à l'alimentation, c'est déjà une norme coutumière de droit international général. Il y a une reconnaissance pour les États comme une règle coutumière. L'opinion juriste, des États, à travers un long processus, il est bien noté. Quand notre collègue professeur Rosenberg, on dit que nous pouvons estimer que la déclaration des peuples autochtones qui est approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies, que la force juridique, en tout cas, doit être comme une règle coutumière de droit international général, non? Que c'est possible. Mais le droit à l'alimentation, je crois que c'est une règle qui est obligatoire comme règle générale. Et pour ça, peut être un chemin de l'épargne des règles de droit international général au droit impératif n'est pas très difficile. Nous savons un peu les États ont la réticence à reconnaître les règles de droit impératif, non? Mais c'est une chose comme une super hiérarchie de règles, mais c'est une question ouverte. Non? Merci beaucoup.